c'est jour de gardien aujourd'hui? Ah oui. Et la première parade de Marco Bizot, le néerlandais qui préserve la cage. Mais il est encore là, le hollandais volant. C'est lui, Marco Bizot, le héros. C'est Léa, refresh. 146 matchs, 207 buts encaissés, 39 clean sheets. C'était Marco Bizot. Bienvenue pour cet épisode 121 de Brest On Air, où je suis rejoint, bien sûr, évidemment. D'ailleurs, je fais mon retour, puisque j'étais absent sur les quelques derniers épisodes. Donc, cette fois, je rejoins techniquement nos amis Fanch. Yann, comment allez-vous, messieurs? Yann, comment ça va? Très bien, très heureux de te voir revenir, reprendre ta place comme le veut le Lord brestois. On sait que tu reviens parce qu'il y a de la mousse au chocolat en préparation chez Fanch. On le sait. Eh ouais, ça cuisine chez Fanch. Oui, c'est bonjour à tous. Effectivement, depuis le dernier match contre Montpellier, on a décidé de changer de passion. On s'est rendu compte que 90 minutes de football, ça pouvait être très chiant, donc on s'est dit que la cuisine, c'était peut-être plus intéressant. Effectivement, et justement, les derniers matchs de la saison qui sont souvent synonymes d'au revoir pour certains joueurs et notre gardien, donc Marco Bizot, qui devrait faire ses adieux au Stade brestois durant l'intersaison. C'est quand même quelqu'un, Marco Bizot. On a quand même décidé de faire un petit quelque chose pour non pas lui rendre hommage, mais pour se souvenir un peu de son passage à Brest qui sera évidemment émaillé d'énormes performances et qui restera bien sûr dans la légende par rapport à cette saison dernière. Et plus globalement, son passage à Brest qui a été fait de beaucoup de hauts, d'un peu de bas. Mais voilà, je pense qu'avec Steve Elana, on est là sur les deux plus grands gardiens de l'ère moderne, en tout cas du Stade brestois, n'est-ce pas, messieurs? Oui, totalement. Ça sera un peu ma conclusion. Je vous donnerai mon classement, qui je mets en premier, Elana ou Bizot, on verra. Mais tu sais, tu as commenté ce podcast en donnant des chiffres. Et en fait, c'est ça qui est marquant avec Marco Bizot, c'est que c'est bien plus que des chiffres. C'est beaucoup de très belles histoires. C'est une histoire qui a démarré il y a 4 ans, quand même, d'un gardien qui, on le rappelle, vient de l'AZ Alkmaar, sans que personne ne comprenne vraiment ce qu'il vient faire ici. Et encore aujourd'hui, on a du mal à comprendre. C'est vrai qu'il n'y avait vraiment pas eu. L'arrivée était vraiment surprenante. Il n'y avait pas eu de rumeur outre mesure. Et on avait vu ça débarquer. D'ailleurs, il y a toujours un peu un point d'interrogation autour du montant de son arrivée. Certains disent 4 millions. À l'époque, je crois qu'il n'y avait pas 4 millions à mettre sur un gardien. Et on était plus autour de 1 million, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'était plutôt les infos françaises brestoises qui disaient 1 million et les sites un peu plus internationaux qui disaient 4 millions, si je dis pas de En bêtises. effet, en effet, les 4 millions, on les a mis sur Christophe Herrel à l'époque. Comme quoi. On n'a pas fait d'épisode sur Christophe Herrel pour lui dire au revoir. Peut-être à juste titre. Peut-être, mais ouais, Fanch, d'ailleurs, Marco Bizot qui arrive un peu sur la pointe des pieds et dans un climat qui n'est pas parfaitement idéal pour démarrer une carrière dans un nouveau club, puisque il remplace, en tout cas il est censé remplacer l'enfant du pays, de ton compatriote conquétois. Tout à fait. Mais Et il c'est vrai arrive. que les premiers jours et les premiers matchs même sont Il y avait sont un peu. l'ombre de Gauthier qui planait au-dessus de lui. En fait, dès qu'il est arrivé, il a joué, pour s'en souvenir, il arrive le 4 août 2021 à Brest. Et il joue 3 jours plus tard, le 7 août, à Lyon. Déjà, il est titulaire, reléguant Gauthier Larsonneur sur le banc. C'est une volonté de mémoire de Michel Derzakarian qui voulait avoir un autre gardien, un plus grand gardien. Alors là, quand je dis grand gardien, je parle aussi en termes de taille. On se souvient de cette phrase de Derzakarian qui avait dit pendant la préparation de la saison 2021-2022, dès qu'il y a une frappe cadrée, il y a but. Et un gardien, ça doit arrêter des buts. Alors bon, je pense que là-dessus, il avait un peu scellé l'avenir de Gauthier Larsonneur au Stade brestois, qui était ensuite parti, si je dis pas de bêtises, c'était à Valenciennes d'abord.
il me semble, hein, qui était parti à Valenciennes. C'était sous forme de prêt, mais j'avais pu en parler un petit peu avec lui. Il a dit que de toute façon, c'était pas prévu qu'il revienne, et donc après, il avait rejoint les Verts. Mais Bizot, effectivement, arrive, et lorsqu'il fait cette première prestation, on va en parler, hein, de ses débuts à Brest, la première petite erreur, il y a quand même très souvent, on a pu lire, il n'est pas meilleur que Gauthier Arseneur. Pourquoi avoir changé de gardien si c'est pour prendre quelqu'un qui est pas meilleur, etc. Pas des débuts forcément évidents pour le grand Marco. C'est vrai Et qu'autour c'est de nous, on le sait, il y a quand même une très très forte attache à tout ce qui est du coin. C'est pas forcément objectif d'ailleurs, hein. Il y a certaines personnes qui veulent toujours du Corentin Jacob titulaire au milieu de terrain. On les salue, mais bon, voilà, il y a toujours voilà, c'est pas toujours beaucoup de subjectivité dès que ça touche à quelqu'un qui est formé au club et en plus qui vient de la région autour de Brest. Mais clairement, c'était l'atmosphère n'était clairement pas bonne et idéale à la performance sur ce début de carrière, de parcours brestois de Marco Bizot. Ouais, et en même temps, ça a très vite révélé ce qui est peut-être la grande caractéristique de Marco Bizot. C'est un très gros caractère, parfois trop gros, une très grande mentalité qui fait que, en fait, assez rapidement, on a pu comprendre qu'on pourrait compter sur lui jusqu'au bout, qu'il n'allait pas s'effondrer comme l'avait fait un Alexis Thébault à Brest il y a quelques saisons. Donc, au-delà des performances sportives, on a senti très vite que c'était un homme de vestiaire qui arrivait. Et mine de rien, 4 ans après, c'est quand même incontestable. Tout le monde le dit, l'entraîneur le dit en premier, Grégory Lorendi aussi. Marco Bizot, c'est un cadre majeur du vestiaire. Et bon, on en parlera dans l'été, mais ça, c'est quelque chose qui peut être dur à remplacer. Il arrive avec un certain CV également, parce Oui, que totalement. c'est quand même, on le voit, une légende de la Z, unanimement aimé, apprécié et respecté des supporters. D'ailleurs, je me souviens d'une photo qu'il avait fait, je crois que quelques semaines après son arrivée à Brest, il était retourné aux Pays-Bas pour, je pense que le club lui avait réservé un petit hommage et il avait fait une photo devant les ultras néerlandais. Il avait une banderole aussi à sa gloire. Donc c'est quelqu'un qui est arrivé avec une certaine aura, un peu d'expérience, hein, évidemment. Il arrive à 30 ans à Brest. De la Coupe d'Europe. Donc évidemment, pour Brest, c'est quand même un CV assez impressionnant. Et il avait aussi été appelé en tant que troisième gardien, si je ne dis pas de bêtises, avec la sélection néerlandaise. Il avait déjà une Donc sélection. Il avait joué contre l'Espagne. voilà, c'est ça. Donc voilà, ça ajoute encore un peu plus de cachet à son CV. Donc on avait là quand même un gardien qui semblait être assez confirmé au haut niveau et dont on pouvait espérer qu'il fasse passer un cap, en tout cas dans les buts au Stade Brestois. Et je pense que l'avenir, les 4 années suivantes ont donné raison à ce choix. Et ce choix, on le rappelle, si on prend ses propos dans ces diverses interviews, il est justifié par une seule chose, c'est la volonté de voir la mer. Il faut relire. Il y a eu quelques interviews de Marco Bizot, je pense à une dans SoFoot notamment, où on se rend compte que c'est un ovni le mec. Vraiment, il est un peu sur notre planète, c'est positif, c'est négatif, mais retenons-le, Marco Bizot est venu à Brest pour la mer, pour la rade. Un portrait aussi dans The Athletic, le site internet donc qui traite un peu de tous les sports, qui est un site internet américain, et on avait découvert un Marco Bizot qui donnait une très très bonne image de lui-même, hein, logiquement, on va dire, mais ça a l'air d'être un gars assez entier, contrairement à la couverture des tatouages de son corps, puisque je crois il a un côté qui est entièrement tatoué et l'autre qui ne l'est plus, enfin qui ne l'est pas. Et je crois que depuis qu'il est arrivé à Brest, il a fait quelques tatouages en hommage à la ville et au club. Donc je pense que lui non plus ne regrette pas son choix d'avoir signé à Brest. Donc tout le monde est gagnant finalement dans cette histoire. Tout le monde est gagnant. Je pense qu'on pourra revenir sur des choses plus moment par moment quand même. Il y a des moments très forts, des moments aussi qu'on voudrait oublier, mais peut-être ça va être très rapide et finalement très consensuel, mais on est bien d'accord que le départ de Marco Bizot, c'est une page qui se tourne. Ça a été un grand monsieur du Stade brestois et on a souvent cette formule, mais Marco Bizot est brestois et il le restera, quoi qu'il arrive. C'est clair qu'il va pas être facile à remplacer dans un vestiaire. Ça, c'est évident. Il aura été des dernières années, des années les plus glorieuses du Stade brestois. J'allais dire à l'époque moderne, même des années les plus glorieuses
tout court, hein, de toute façon, du club. Et à chaque fois qu'il y avait une image de Brest dans les grands moments sur ces derniers mois, que ce soit pour le maintien, pour la qualification en Coupe d'Europe ou pour les grandes prestations et les grandes soirées européennes, Marco Bizot, il est sur la photo. Il est sur la photo de toutes les performances qui ont été majeures, majuscules sur les mois passés. On reviendra peut-être match après, enfin match sur quelques matchs en particulier, mais évidemment, on a tous en tête le match cette année contre le PSG où contre ses compatriotes, il sort une prestation exceptionnelle. Des matchs l'année dernière pour accrocher des points pour la qualification européenne, où pareil, il se montre décisif. Je pense au match à domicile contre Lille, par exemple, le match à Lorient l'année dernière, où on est quand même dominé, bousculé tout le match. Et on finit par d'ailleurs s'imposer dans le temps additionnel, et Lorient descend en Ligue 2. Et je pense que cette rencontre-là leur a fait beaucoup de mal, ou alors tout simplement quand il fallait accrocher le maintien. On a tous en tête aussi l'image, et Yann, on en parlait tout à l'heure, de son arrêt contre Kevin Gamero face à Strasbourg, qui nous évite une défaite dans le temps additionnel. Si je dis pas de bêtises, en plus, ce match, on le joue une grande partie du temps à 11 contre 10 et on est sur le point de le perdre. C'était vraiment un moment où on allait très très mal et d'ailleurs on enchaîne ensuite des défaites encore. Bizot aurait été là, même s'il a fait des boulettes, même si par moment il a un style un peu particulier, Excentrique. excentrique et peu académique, avec enfin ses grandes jambes ont parfois un peu l'air de le déranger. Mais la balance bénéfice-coût de Marco Bizot est très très largement favorable, je trouve, depuis 4 ans. Bah, peut-être je Si on va, propose. si on va chercher juste les statistiques un peu plus avancées que le nombre d'arrêts sur ces 4 dernières saisons, le point de vue visuel, donc ton point de vue visuel, Fanch, n'est pas corroboré par les statistiques avancées qui pour elles, donnent une prestation, on va dire, en dessous de la moyenne de Marco Bizot par rapport aux autres gardiens de Ligue 1. Cette saison. Non, si on prend les 4 saisons en entier, si Ah on ouais. fait l'addition, le total des 4 saisons, Parce que après, cette saison, je trouve que c'est sa plus mauvaise, mais c'est ouais, vrai c'est très que très irrégulier en fait. Enfin, il y a une première saison qui n'est pas très très bonne, 2 saisons qui sont au-dessus de la moyenne, et cette saison où là il est vraiment en dessous, euh, où il a moins 7 de buts encaissés par rapport à ce qu'il aurait dû arrêter. Mais oui, effectivement, on pourra revenir dessus, mais cette saison est peut-être un peu la moins bonne et la même, plus, même si la en plus Europe, irrégulière. C'est même ça, si ouais, en pour ça. Europe, il a été bon en Autriche contre Salzbourg ou contre le Exactement, PSV, ouais. il fait des très grosses performances qui ne sont pas prises en compte dans les stades de la Ligue 1. Et c'est un peu à l'image aussi de l'équipe. Donc, Mhm. Mais mhm. peut-être parce que on va peut-être évacuer rapidement le négatif. Il faut quand même reconnaître, et je pense que quand je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ici, mais on sent que ça fait quand même plusieurs mois qu'il a la tête ailleurs, qu'il est déjà parti sur son prochain départ. On sait qu'il a souvent, régulièrement dit, tiens, je vais peut-être bientôt partir, chose comme ça. Et là, ça fait 3 4 mois que ça se voit sur le terrain, Bah malheureusement. déjà l'année dernière, hein, et le dernier mercato, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était pas garanti qu'il continue à Brest. Et je pense que sans Ligue des Champions, Marco Bizot quitte le club déjà cet été. Et c'est pas Southampton qui était venu aux Non, je nouvelles? crois que il me semble que c'est Nottingham, mais Nottingham, c'est ça, ouais, pardon. et il me semble bien qu'il y avait même eu une offre. Il y avait une offre, hein. Il y avait une offre de Nottingham pour Marco Bizot, et puis il avait fait une interview au Télégramme, donc qui était sortie en mars dernier, et dans laquelle il avait dit justement que il se sentait pleinement brestois, mais que c'est vrai qu'il y avait eu une offre qui avait été faite. Et d'ailleurs, Nottingham avait appris Matsel, si je dis pas de bêtises, qui était gardien de Strasbourg. Hum, hum, hum. Donc voilà, c'était clair que Bizot était très largement pisté par un club anglais, et donc c'était à l'hiver dernier. Ouais. Ça ne l'a pas empêché de continuer à faire ses performances, à faire des performances de haute volée d'ailleurs sur la deuxième partie de saison dernière, hein. Tout à fait. Mais ça montre aussi la mentalité, je pense, du garçon. Et euh, c'est pas un joueur qui triche, et que voilà, malgré peut-être un petit peu la déception sur le coup de pas rejoindre la première ligue, parce que pour lui, ça aurait pu faire un dernier très gros contrat, de continuer à performer je veux dire tous les 3 jours, pas encore à ce moment-là, mais toutes les semaines et puis tous les 3 jours avec Brest. Depuis, même si effectivement cette année, on va peut-être revenir dessus, on a vu, hein, déjà dès le match d'ouverture contre l'OM, un Bizot un peu en deçà de son niveau, de son vrai niveau. Ou alors c'est peut-être que son niveau est celui-ci, hein, qu'il est très irrégulier et ça arrive. Ouais, moi, j'ai surtout sorti une différence, pas vraiment en termes de niveau, mais en termes d'attitude, de comportement depuis la fin de la Ligue des Champions.
On sent qu'il est très nerveux, qu'il a peut-être la tête un peu ailleurs. La séquence où il prend 3 cartons jaunes en 5-6 matchs et où il se pourrit la gueule avec Eric Roy. On sent que voilà, c'est la fin de l'histoire, c'est normal. Ça a été long, je pense que ça Et, a été très intense pour lui aussi, surtout qu'il vit tout à 200-300%. Et je pense que lui, au fond du cœur, il a peut-être un peu hâte de finir, c'est normal. Mais bon, c'est sûr que c'est la moins bonne saison sportivement et même dans l'attitude. On a vu plus de supporters râler contre Marco Bizot cette saison que sur les 3 dernières réunies. C'est dommage, mais ça n'efface pas tout le reste. Et finalement, je pense que c'est ce qu'on et, va oublier le plus vite. et sans entrer dans des détails qui ne regardent pas non plus, c'est vrai que on sait qu'il a eu des petits problèmes, on va dire, d'ordre privé, familiaux en étant à Brest, et que je pense que ça doit jouer également sur son envie d'aller voir ailleurs prochainement. Mais passons rapidement quand même les mauvais côtés, même si c'est quand même, il est important d'en parler pour en tirer un portrait le plus objectif possible, hein. Mais c'est vrai que Marco Bizot, c'est les émotions. Marco Bizot, c'est quand même à la fois un bon joueur, un bon gardien de but, aussi une belle personne, hein. Souvent, évidemment, sur notre Twitter, puisque un bon, un bon faiseur de mèmes également, Marco Bizot, hein, évidemment amateur d'Audilia, qui est Tout à fait. selon lui extrêmement rafraîchissante. Très Et fraîche. bien sûr, le point levé, enfin le pouce levé, pardon, dans le vestiaire. Hein, c'est deux images qu'on continuera de poster ça assez régulièrement. Mais tu as parlé brièvement de tout ce qui t'était revenu en tête sur ces 4 dernières années, Fanche, d'un point de vue match-arrêt. Est-ce que tu peux en rajouter quelques-uns, peut-être toi, Yann, Pas à la forcément, va-vite? pas forcément, je vais te désobéir, je suis vraiment désolé. De mon côté, je vais pas te donner des trucs à la va-vite, mais je vais revenir plus en détail sur pourquoi telle ou telle scène m'a marqué. Fanch a évoqué Lorient, c'est le premier qui me revient en tête, parce que Lorient, finalement, il n'y a que 3 arrêts à faire dans ce match, mais il les fait, et c'est ce qui dégage, notamment après le troisième arrêt, c'est une tête au second poteau qui sort de manière finalement assez simple vu son envergure, mais il dégage un charisme et un sentiment d'invincibilité. On était à Lorient, c'était face au parcage, Quentin, si on s'en souvient bien. Et Et vraiment, après, il se retourne. Et et après, il se retourne et il lève le poing. je crois que c'est pas il lève le poing, tu sais, il fait le salut un peu des aviateurs, les 2 mains sur le front et salut. Et vraiment, à ce moment-là, tu sens un sentiment d'invincibilité. Tu comprends que le mec est en mission et que Brest ira en Ligue des Champions. Je sais pas, dès ce moment-là, ça m'a paru tellement clair. Et forcément, c'est une image qui restera très fortement marquée, très longtemps. De même, Fanch l'a dit, l'autre truc qui m'a forcément marqué, c'est l'arrêt face à Gamero contre Strasbourg, qui est un arrêt absolument extraordinaire techniquement parlant. Et puis il faut le remettre dans le contexte. Certes, c'est que la 6e journée, mais tu joues un Strasbourg qui, je crois, n'a toujours pas gagné en Ligue 1. Tu les joues après une défaite 7-0 face à Montpellier et une défaite 3-1 face à Rennes, où honnêtement tu peux prendre 5-6. On va dire que je fais de la fiction, que j'exagère les choses, que je suis une drama queen, ce que vous voulez. Mais je pense que si Brest prend ce but et perd ce match-là, Brest n'a pas le caractère suffisant pour croire jusqu'au bout. Et je pense que cette défaite, s'il y a défaite face à Strasbourg, Brest est en Ligue 2 à la fin de la saison. Finalement, bon, Eric Roy est passé par là, tout ça, mais voilà, ça va être les 2 principaux souvenirs qui sont des arrêts en soi et après des matchs entiers où il a fait des trucs exceptionnels. Je pense qu'il y en a plein, hein. On a vu plein de supporters tout le long de ces 4 ans dire: «Regardez, c'est le match de sa vie», que ce soit les Rémois, Oui, que c'est ce vrai. soit les C'est Lillois, vrai, les ça. Strasbourgeois. Donc Les Lensois, beaucoup. Il a fait je me souviens de une ou deux performances à Bollaert qui sont vraiment très bonnes aussi. Et il y a énormément de matchs où il a été élu homme du match, en fait, finalement, depuis qu'il est à Brest. Je regardais un petit peu, parce qu'on a quasiment posté tout le temps les notes de l'équipe après les matchs. Et très, très souvent, il est au-dessus de 7. Alors évidemment, parfois, il a des 4 parce que Quentin le précisait, c'est quand même un gardien qui fait preuve d'une assez grande irrégularité. Mais qui dit irrégularité, pardon, dit aussi performance de très très haut niveau. Et ça a été le cas en championnat quasiment un week-end sur deux les années passées. Cette année, non. Mais les années passées, il était dans les meilleurs gardiens en tout cas l'année d'avant et l'année précédente saison, pardon. Et l'année encore avant, il est dans les meilleurs gardiens de Ligue 1.
Et puis il faut Et se rendre compte aussi de l'importance d'un gardien pour un club comme Brest. On voit tellement d'équipes qui perdent des points importants pour des équipes qui jouent le maintien, ce qu'on était jusqu'à au début de saison dernière. Quand on a un gardien sur lequel on peut se reposer semaine après semaine et qui te fait gagner des points, gagner des matchs, c'est quand même ultra important pour un club qui joue le maintien, parce que finalement tu vas te retrouver avec 35-40 points en fin de saison. Donc tu peux pas cracher sur 1, 3 points et qui vont être gagnés ici et là. Donc l'importance d'un gardien qui en plus est un leader de vestiaire, qui montre l'exemple à la fois je pense à l'entraînement, mais aussi sur le terrain, et qui gère ses troupes devant lui. Je pense que les belles performances défensives, notamment l'année dernière, sont aussi dues à la présence de Marco Bizot et à son leadership sur le terrain. Est-ce que à ce Euh, titre, tu as les stats de l'année dernière que tu as donné, tu sais, sur les XG il était à plus 2,2. D'accord, Plus 2,9 il y a 2 saisons. d'accord. Donc, il y a 2 saisons où il était encore plus Sollicité, sous quoi. siège, quoi. Ouais. C'est ça. Donc, il faut se souvenir aussi de la qualité de jeu, on va dire, de Brest durant les 2 premières saisons de Marco Bizot. C'est quand même, il y a très peu de temps, mais ça paraît très loin, tellement on a évolué depuis ces 2 saisons-là. Et il y avait des matchs où on sortait difficilement de notre moitié de terrain, quoi. Donc les vagues s'enchaînaient, et Marco Bizot a dû être présent de la première à la 90e minute, à faire entre 5 et 10 arrêts pour pouvoir permettre au club de gagner 1 ou 3 points. Donc il faut vraiment pas minimiser l'impact d'un excellent gardien quand on joue le maintien. Évidemment, quand on joue le haut tableau également, mais on a moins ce talent offensif qui permet de marquer des buts. Donc l'importance de ne pas en prendre est multipliée par 2 ou 3, quoi. je pense, comme tu l'as dit, il a beaucoup fait progresser les gens devant lui. Et par exemple, la montée en puissance d'un Lilian Brassier, elle tient peut-être aussi à certains repères, à une certaine confiance que Bizot a pu lui donner. Je fais un petit retour arrière justement sur les matchs qui nous ont marqués. Il y a 2 matchs dont on n'a pas parlé, et je pense que Quentin, tu es le mieux passé pour en parler, puisque tu étais présent pour ces 2 matchs-là. C'est celui des Champions face à Strasbourg, puis face au PSV. Surtout, après, j'étais tout seul contre le PSV. Je suis pas là. Non, Non. si on était là, mais tu étais le seul à Salzbourg, en revanche. Ouais, à Salzbourg, c'est un gros. Après, je crois, il me semble qu'il fait un gros arrêt en première mi-temps sur un face-à-face. Par contre, il y a beaucoup d'inefficacité côté autrichien. Il fait 2-3 arrêts difficiles en deuxième mi-temps aussi. Et c'est ce qu'on. En fait, ça rejoint un peu ce qu'on avait dit sur le match du PSV, hein. Sur cette campagne européenne, il est quand même, à part peut-être le match contre le Shakhtar où c'est pas tip top, il est quand même difficilement critiquable, hein. Et encore une fois, c'est un peu le même sentiment qu'en Ligue 1, parce qu'on avait un peu le même rôle en Ligue des Champions et en Ligue 1 les 2 premières saisons. C'est-à-dire qu'on va pas dominer un match de la tête et des épaules. Donc il faut toujours un gardien, parce que tu sais qu'en face, il va y avoir le talent offensif pour avoir les occasions. Donc il faut nécessairement un gardien de qualité pour gagner ces matchs, pour gagner des points. Et c'est ce qu'on a vu à Salzbourg. Et c'est surtout aussi l'un des seuls joueurs qui avait l'expérience européenne. Donc je pense que lui aussi, rien que pour gérer le rythme d'un match, une fin de match, quand on mène, notamment contre le Sturm Graz, contre le PSV, quand il y a un seul but d'écart, je pense qu'avoir un gardien qui a de l'expérience, qui fait pas n'importe quoi, qui réussit à calmer son équipe, calmer le premier rideau et devant lui, c'est quand même très important. Et évidemment, c'est évidemment important de faire les arrêts aussi sur sa ligne, mais c'est aussi important de savoir gérer le rythme d'un match, les temps faibles, les temps forts, et savoir comment gérer les à côté, on va dire, à part dans le jeu, quoi. C'est la bonne sortie aérienne, c'est ne pas savoir dégager immédiatement
après avoir capté le ballon, voilà, c'est faire remonter le bloc, parler, voilà, c'est comme et je vais pas te, c'est comme toi le gardien du podcast, Yann, donc tu sais aussi que c'est important de parler, d'afficher une confiance qui permet aussi à tes coéquipiers de savoir qu'ils peuvent compter sur toi. C'est ça. Et finalement, moi, je différencie les deux de Salzbourg et du PSV. Salzbourg, je l'ai vu du coup à la télé et vraiment, je pense que plus j'y repense, plus je pense que c'est le match le plus lunaire qu'on ait vu de l'histoire du Stade Brestois parce que honnêtement, à la mi-temps, on peut être largement mené. Et finalement, non, parce que Salzbourg rate, mais aussi parce que Bizot fait beaucoup d'arrêts. Et en fait, ce qui m'a le plus marqué sur ces 4 ans de Marco Bizot, c'est pas forcément ce qu'il fait, c'est ce qu'il dégage. On sentait un mec serein, un mec patron, et on a eu un peu la même chose finalement contre le PSV. Un sentiment d'invincibilité encore. Après un ou deux arrêts, tu te dis, ça y est, il va pas prendre de but ce soir. Et le nombre de fois où c'est arrivé dans ces 4 ans, c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti à Brest. Pourtant, on a eu des très bons gardiens, hein, honnêtement. Tu vois, Larsonneur, que notamment quand il était en Ligue 2, Ligue 1, c'était très bien. Avant lui, bon, on parlera pas de Johan Hartog, mais si, on peut parler de sa première Non, non, saison. non, 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 on n'en parle pas. C'est pas la N'en peine. n'en parle pas. Bon, mais Non, toujours non, c'est est-il pas la que peine. on a eu des très bons gardiens. Je pense qu'on en aura encore beaucoup, mais on a rarement eu quelqu'un qui dégageait autant de choses. Et Le la... charisme. Mais c'est ça, le charisme, les sentiments d'invincibilité, et c'est des trucs qui se propagent, qui donnent un peu de la personnalité à l'ensemble de ton équipe. Et c'est pour ça, bon, je remets du négatif là-dessus, mais finalement, mon grand regret dans tout le passage de Marco Bizot, c'est qu'il n'ait pas joué contre Dunkerque cette saison. Avec tout le respect que j'ai pour Grégoire Couder, je pense qu'avec un Marco Bizot dans les buts, ça ne se passe pas du tout de la même manière. Si je dis pas de bêtises, le match contre Dunkerque, il intervient après le 7-0 contre le PSG. Oui, si, Donc c'est avec pas. Couder dans les buts. Là, je trouve que. Il y avait un match de Ligue 1 entre les deux, mais Ouais, mais c'est le c'est match a été joué, je veux dire. mercredi puis mercredi, quoi. Voilà, mais pour moi, c'est une erreur de. Je suis d'accord avec Yann. C'est une erreur des Rigois de. Même si dans la logique, je pense, de gestion de groupe, ça peut s'entendre dans le sens où tu veux redonner confiance à ton gardien qui en a quand même pris 7 contre le Parc, mais c'était déjà une récompense à ce moment-là. Il l'a dit il y a pas très longtemps que c'était une récompense de le faire jouer avec des champions sur un match qui était, en tout cas, une double confrontation qui semblait déjà perdue. Contre Dunkerque, c'est tout à fait différent. Tu rejoues un quart de finale et justement, tu dois profiter de l'avantage qui est le tien par rapport à une équipe de Ligue 2 qui est Dunkerque, c'est-à-dire bah, la qualité de tes joueurs, mais aussi de l'expérience. Tu viens de jouer avec des champions, tu as des joueurs de qualité, des joueurs d'expérience, utilise-les pour faire la différence. Et à mon sens, Marco Bizot, dans ce match-là, n'aurait pas craqué 3 fois sur coup de pied arrêté alors que tu mènes 2-0. Et bon, c'est très facile de refaire l'histoire après. Mais je suis tout à fait d'accord avec Yann. Pour moi, ça fait partie des regrets et même des erreurs de cette saison. Bizot dans les buts face à Dunkerque, je pense qu'on peut imaginer un scénario différent. Est-ce qu'il y a D'ailleurs, d'autres... Marco Biot qui n'a jamais joué un match de Coupe de France de sa carrière avec Brest. Bah ça, c'est un Petite autre stat, regret, voilà. finalement. Opta Brest on air. Est-ce que vous avez peut-être un autre regret sur le passage de Marco Bizot? Pas tant que ça, non? Bah, il est Non, quand même parce que finalement, en fait, les attentes il a tout ont réussi. été dépassées. C'est ça. Hein, que ce soit évidemment individuellement, parce que je ne sais pas si on s'attendait à ce que Marco Bizot reste 4 ans à Brest non plus, mais évidemment collectivement, où il a joué sa part et il restera parmi... D'ailleurs, c'est une bonne question. Est-ce que vous le mettez dans les légendes du club? Ah oui, moi très clairement. Très Oui, clairement, parce que et on a toujours tendance là à dire, je trouve, et pendant très longtemps avant qu'on fasse de la Ligue des Champions, que depuis que le Stade Brestois a été remonté en Ligue 1 en 2010, on avait eu des bons joueurs à Brest, mais c'est rien par rapport à l'époque, que, en fait, quasiment, enfin, les plus jeunes d'entre nous, les moins de 30 ans en tout cas, n'ont jamais connu, celle des années 60, fin des années 70, début des années, enfin, les années 80. Aujourd'hui, je pense que sans avoir vu ces matchs-là, et sans évidemment mettre de côté c'est les très bons joueurs qui ont évolué au Stade Brestois, donc au Brest Armorique à l'époque, je pense il y avait des Bernard Lama, etc., qui ont forcément des très grands gardiens. Marco Bizot est largement à la table de tout cela, à mon avis. Moi, je le mets dans mon top 3 gardiens du Stade Brestois et de l'époque moderne. J'ai bien aimé Steve Elana parce que je trouvais que c'était un gardien assez atypique aussi, assez élégant. Et puis Elana, bah, il représentait le Stade Brestois des années galères, qui avait réussi ensuite en Ligue 1, qui avait eu son bon contrat à Lille. Et tout le monde aime Steve Elana de toute manière. Mais pour moi, Bizot, c'est top 1. C'est meilleur qu'Elana, c'est meilleur que Larsonneur, c'est meilleur
que Hartog, bien évidemment, largement meilleur que Thébault. Je vois pas de gardien meilleur que Marco Bizot sur les 20 Ghislain Choret, dernières années avant. peut-être. Peut-être Ghislain Gislain. Choret qui s'assoit et qui boit un thé avec Marco Que Bizot. dit Voilà. Tony Hurtubise? Que dit Tony Hurtubise dans le débat? Mais non, pour moi, de Marco Bizot, et c'est toujours la même chose, on remarquera son talent et on le saluera encore davantage lorsqu'il sera plus là. On verra qui on récupérera l'année prochaine, hein, mais euh, pour moi, Marco Bizot, ouais, c'est ça, c'est numéro un au poste de gardien à Brest depuis sur les 20-25 dernières années, assez largement. Bien que Steve Elana soit venu dans le podcast, on le rappelle, vous pouvez sûrement trouver dans les archives une interview assez sympa de mémoire, hein, sans filtre. Je mets également Marco Bizot en premier et j'ai même pas trop de regrets en échangeant avec des personnes plus âgées que moi à le mettre premier de toute l'histoire de Brest tout court. Parce qu'il y a un élément aussi qu'on n'a pas évoqué mais qui est majeur, c'est l'immense respect que Marco Bizot a eu pour les supporters brestois pendant ces 4 ans. C'était toujours C'est le vrai. premier à faire les tours de terrain, s'il a donné un Et le nombre dernier à partir. et le dernier à C'est partir. toujours le dernier à partir. C'est C'est vrai. pas toi qui as vu qu'il avait croisé au McDo quelques minutes après le match? C'est pas Bizot, Non, c'était Lorenzi. Quentin? Ah non. Non, mais il y avait un joueur aussi que tu avais vu, et il avait dit, t'étais ah non, t'étais dans la, t'avais quitté le stade et t'étais dans ta voiture et il y avait un joueur qui était à côté de toi, il avait déjà pris sa douche, mais c'était pas Bizot parce qu'il était pas C'est sorti. Satriano. Ah, c'était ça. Non, mais voilà, toujours le dernier à sortir, effectivement. Il a toujours donné énormément de cadeaux aux supporters. Il a toujours pris le temps. Il a jamais râlé pour une photo, pour quoi que ce soit. Et dans les images très fortes qui resteront forcément, il y a ce retour. Je sais même plus si c'est après le match contre Rennes ou contre Nantes, où il y a toute la foule qui vient accueillir les joueurs à Francis Leblay, qui rentre en C'est quart. contre Rennes parce que c'est l'obtention de la Coupe d'Europe. Tout à fait. Ok, c'est contre Rennes. Parce que contre Nantes, il y a eu un truc aussi, mais contre Rennes, où finalement, c'est le premier à monter en haut des grilles de l'entrée de la tribune Foucault. D'ailleurs, s'il tombe, il n'y a pas de fin de saison, hein, on le rappelle. Et où il passe, je sais pas, je pense qu'il passe une heure quasiment comme ça, en haut, à chanter, à rigoler, à faire monter des supporters. À faire le capot. Mais c'est ça, à faire le capot brestois. Et je trouve ça admirable. Je rajoute un point sur ça, qu'il a été admirable avec l'ensemble des supporters. Là, on sait qu'il y a certains joueurs qui ont plutôt une vibe groupe ultra et qui sont très présents avec eux, mais qui négligent un peu le reste. D'autres qui, à l'inverse, sont pas très proches des ultras, mais qui sont très proches des associations, tout ça. Lui, il a tout fait. Il a pris du temps pour tout le monde sur ces 4 ans. Et on ne fera pas meilleur être humain que Marco Bizot au Stade Brestois, je pense. Ouais, il a appris le français aussi, tu vois, ça en dit long aussi sur l'état d'esprit sur lequel il est venu à Brest. Et pour le coup, tu l'as dit au début, je pense que c'est quelqu'un qui avait envie de venir à Brest aussi. Alors pour des raisons qui lui sont propres, hein, mais peu importe, hein, chacun a ses raisons pour signer dans tel ou tel club et voir des joueurs de ce calibre qui ont envie de signer à Brest, qui ont envie de rester à Brest, qui malgré les offres plus lucratives outre-Manche restent à Brest, même si voilà, ils auraient peut-être préféré partir, mais en tout cas ils restent respectueux du logo, vont pas dans les médias pour dire qu'ils auraient aimé partir parce qu'ils auraient touché plus à droite, à gauche. Oh, le tacle, C'est- le tacle. Le tacle, Ah aïe bon aïe aïe, Ah ça bon joue, Ah bon ça joue, jouez, je laisse l'avantage. Ah bon Je Oui. vois pas de quoi tu veux parler. Mais ça en dit, bah non, mais si on compare à cette personne, à ce joueur, à cet autre joueur, Bien ça, sûr. voilà, ça en dit long aussi sur la J'ai mentalité dit le du type. tacle, j'ai pas sifflé faute. Juste pour Ça, revenir ça en dit, juste pour finir, sur, ça en dit long sur la mentalité et le type d'être humain qu'est Marco Bizot. Et Et ça, parce que c'est vrai que c'est important quand même d'avoir des bons joueurs de football, mais c'est pas parce qu'on a des bons joueurs de football qu'on arrive à s'identifier à ce genre de joueurs. Et je pense que c'est davantage à l'être humain que nous on arrive à s'attacher. Et pour le coup, Marco Bizot, il assemble les deux personnalités, le bon joueur et la bonne personne. Donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes. je suis très mal poli, et dans France, je le... vais te couper Oui, euh, non, pardon, vas-y. très rapidement. On refait la comparaison avec Elana. Il y a une différence majeure, c'est que Bizot, il a rien à gagner quand il va à Brest. Finalement, il a tout à perdre. Et il vient quand même. Et je l'ai déjà dit dans un podcast l'an dernier, finalement, une de mes plus grandes fiertés et joies de ce Stade Brestois la saison dernière, c'est d'avoir permis à Marco Bizot de retrouver la sélection néerlandaise.
parce que le choix qu'il a fait, il n'y a pas grand monde qui l'aurait fait, et ça a été un choix payant. Et rien que pour ça, j'étais très très heureux. Certes, ça a été que une ou deux sélections, mais voilà. Et même pas sélection, c'est juste le groupe. Mais voilà. Ouais, il a pas joué, je crois. Mais il avait tout à perdre, et finalement, il a quand même réussi à gagner quelque chose, et ça me fait très plaisir. Et je pense qu'il aurait peut-être eu davantage alors pas de sélection, mais d'appel en sélection nationale si jamais le sélectionneur des Pays-Bas avait pas une, euh, une mentalité autour de son poste de gardien de but qui était un peu particulière. Je crois qu'il était très très porté sur des jeunes gardiens en tant que 2 et 3 pour pouvoir leur faire comprendre ce qu'est la sélection nationale par rapport à une future titularisation quand ils remplaceront éventuellement le numéro 1. Quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'était pas à l'Euro, il me semble, ou à la Coupe du Monde, pardon. Et alors Ce qu'il que je aurait voulais pu, rajouter il aurait pu postuler. sur ce que Yann disait sur les joueurs sur Bizot qui s'était montré disponible auprès de tout le monde, c'est vrai que l'image et l'exemple qu'on a des joueurs comme ça, c'est surtout Brendan Chardonnay qui répond toujours positivement à la moindre sollicitation. Mais en tant que gars du coin, peut-être que c'est un peu plus facile déjà de le solliciter et lui peut-être aussi se sent plus à l'aise de le faire et d'aller à droite à gauche. Pour Bizot, c'est très vrai aussi pour vous dire, hein, enfin moi je travaille avec quand même régulièrement des enfants ou des jeunes ados bon, ils savent très bien que prononcé pour le Stade Brestois. Et plusieurs fois, ils m'ont dit qu'ils avaient vu la visite sur des tournois sur le chantier de Marco Bizot et qu'ils passaient un temps infini à signer des autographes, prendre des photos, donner des maillots, donner des gants, et notamment auprès des jeunes gardiens des clubs du coin. Et ça aussi, je pense que pour un gardien qui a 11, 12, 13, 14 ans, qui rencontre Marco Bizot, ben, même si c'est juste lui serrer la main et avoir un autographe, moi je me souviens, et c'était justement, tu disais Quentin, Choré, Ortebis, c'était quand même pas les gars, des cracks à l'époque, ça m'avait marqué. Je pense que pour les jeunes actuels du coin, hein, ils ont eu énormément de chances de rencontrer un homme comme Marco Bizot sur leurs entraînements, leurs matchs ou leurs tournois. Et c'est très beau et c'est très chouette de sa part de s'être montré si disponible depuis les 4 ans qu'il est à Brest. Ils doivent lui exploser la main, par contre, Marco Bizot aux petits-enfants. Certainement. S'il se serre la main, ça doit être terrible. Terrible. Pour finir sur une note un peu plus négative, malheureusement, je pense que Marco Bizot va rentrer dans la famille des joueurs qui n'auront peut-être pas l'ovation qu'ils méritent lors de leur dernier match à domicile. On pense évidemment à tous ceux qui ont quitté le Stade Brestois après l'année Covid. Peut-être Mady Camara également, mais avec la route de Quimper qui sera fermée contre Lille, ça fera un peu bizarre, je pense, à la fois pour les supporters, mais aussi pour lui qui fera un dernier tour d'honneur qui sera Incomplet. entravé d'une tribune. Ouais, C'est dommage parce que vraiment, je te laisse la parole Yann, mais ça gâche la fin. Et déjà que la dernière saison n'avait pas été formidable pour lui, contrairement peut-être à Mady Camara qui, lui, va également au risque de quitter le club, mais qui reste sur une très grosse dernière saison et une montée en puissance depuis qu'il est arrivé à Brest. Lui, Bizot, c'est peut-être un petit peu moins bien sur le terrain cette année. Malgré tout, ça aurait été chouette de le célébrer comme il faut pour sa dernière à l'Oblé. Et bon, il va partir. Certains, voilà, en fait, on ne se rend pas compte, mais une partie des supporters l'auront vu pour la toute dernière fois pour le match contre Lens finalement. voilà. Et je me permets, je me prends pour un influenceur ou je ne sais quoi, mais on a demandé sur Twitter si certains avaient des idées pour essayer de faire un minimum d'hommage. Et je pense, on peut le pousser ou c'est une idée comme ça en l'air, mais Marco Bizot, c'est le numéro 40. Ça serait pas déconnant de voir tout le stade se lever pour scander son nom à la 40e minute. Tu vois, c'est plus simple avec le numéro 40 qu'avec le numéro 1, vu que le nouveau public de Leblé n'arrive pas à l'heure au match. Et heureusement qu'il n'est pas numéro 90, parce que sinon il n'y aurait plus personne. C'est vrai. Voilà, mais c'est une idée comme ça en l'air et si j'espère qu'il y a quelque chose de prévu, que le club prévoit quelque chose. Malheureusement, j'ai des doutes, donc je compte sur le public brestois Moi, pour rendre hommage. je suis pas dans le secret. Je suis pas dans le secret, mais je pense qu'il y aura Greg Pello qui va nous dire Marco, bise, 3 fois, 4 Du bruit, fois, du et puis, bruit, du bruit, du bruit. et puis voilà, ça sera terminé. Non, mais voilà, j'espère que les supporters pourront jouer leur rôle. Voilà, je vais relayer mon idée de la 40e minute, qui est quand même importante, parce qu'au lieu de faire du Oui, c'est une bruit, très bonne idée. au lieu de faire du bruit à la Une très bonne 29e idée. minute, là, faisons la 40e pour Marco. Et à défaut de le faire sur ce match, peut-être la saison prochaine. Hein.
On sait que ça n'a pas été le cas pour les Gaëtan Charbonnier, les Gaëtan Belot, Mathias Autrette, qui auraient certainement mérité aussi un au revoir digne de ce nom, qui l'ont parfois eu quand ils sont revenus à Brest. Mais c'est pas parce que Marco Bizotte quitte le club qu'il pourra pas venir faire un coup d'envoi fictif ou quelque chose comme ça. Il l'avait fait avec avant. Agmar. Exactement. Quand il était retourné, Donc, t'en as parlé tout à l'heure, il était retourné sur place. D'autant que Marco Bizotte reste quand même, je crois, très attaché à la région, donc c'est pas impossible qu'on le revoie un jour du côté de Leblé ou de l'Arkea Park, qui sait. Et je pense que c'est aussi ça, la grandeur d'un club, de saluer ses anciennes gloires qui ont fait la légende, l'histoire du club, et cette fois avec un grand H pour Marco Bizotte et même pour les autres qui ont fait remonter le club en Ligue 1, sans ça, on ne serait pas allé en Ligue des Champions non plus. Donc je pense que c'est aussi, ça montre aussi la grandeur d'un club de saluer ses anciens et de leur donner un au revoir à la hauteur de leurs De ce qu'il mérite, et actions surtout, pour le surtout club. quand t'es un club comme Brest qui a pas non plus des tonnes d'histoire et de réussite de très grands joueurs, quand t'en as qui sont passés par le club, c'est vrai qu'il faut les honorer comme il se doit. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait. Je reviens juste sur le terme ancien. Pour moi, Marco Bizotte ne sera jamais un ancien Brestois. Marco Bizotte est Oui, bon, éternel. voilà. Voilà. Il sera toujours le bienvenu et on sera très heureux d'aller le Oui, voir. non, bah, mais évidemment, mais voilà, On dirait, tu verras l'année prochaine quand on fera le débrief du premier match et qu'il y aura Grégoire Couder dans le but, on te dira Marco Bizotte est Brestois, mais en tout cas, il nous manque un petit peu, quoi. Oui. D'ailleurs, se pose la question de son remplacement. Ça va pas être évident, ce sera l'occasion certainement d'un podcast plus porté sur le mercato. Mais retrouver un gardien comme ça, en tout cas de son niveau, parce que je vais pas demander le meilleur, déjà de son niveau serait pas mal, avec une enveloppe qui sera particulièrement limitée encore cet été. Bon, après, normalement, Bon courage. Marco Bizotte, on va pas le libérer non plus. Il est pas en Non, fin de mais contrat, a priori. il a 34 ans. Je pense qu'il y a un monde où tu le laisses partir pour pas grand-chose pour service rendu, quoi. Oui, naturellement, mais un million, un million et demi, peut-être quand même. Ouais. Voire Oui, 2 oui, millions. ouais, mais 2 tu sais, millions et demi, pourquoi pas aller chercher les tu, 500 000? tu sais bien, tu sais autant que moi que aujourd'hui, pour recruter un joueur qui sera, comment dire, compétitif tout de suite, de haut niveau et c'est pas trop vieux, forcément, ça va peut-être coûter très Il faudra cher. regarder les fins de contrat. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait encore pour l'instant, mais on s'y attachera pour faire notre traditionnel podcast directeur sportif d'intersaison. En tout cas, ça ne devrait pas être Grégoire Couder titulaire l'année prochaine. En tout cas, il faut un autre. Oui. De toute façon. Messieurs, merci à vous Merci. d'avoir rendu hommage à Marco Bizotte. On a un peu l'impression qu'il est décédé, mais il ne l'est pas. Il y a ce côté un peu... Il n'est même pas encore parti, hein, c'est important de préciser que ce sera. Ouais, j'ai dit 146 matchs en Il y en aura introduction. 148 normalement. Normalement, il devrait y en avoir 148. Et 148, il y a très très peu de chances qu'il y en ait 149. C'est bien pour ça qu'on lui rend hommage avant ce qui devrait être son dernier match à Leblé samedi contre Lille. Exactement. C'était dans cette optique-là. Messieurs, Mais merci. s'il veut rester et qu'il est bon, il n'y a pas de problème, hein. Est-ce que on va pas continuer évidemment, mais est-ce que c'est quand même pas mieux d'arrêter pour tout le monde? C'est vrai. Je pense qu'il y a des moments, effectivement, il faut tourner la page. Et c'est un petit peu dans ce qu'on se demandait avec Yann pour Éric Roy. Autant Éric Roy, je pense, a encore peut-être des choses à faire à Brest. Marco Bizotte, lui, à mon avis, le tour est fait. Et c'était un beau tour. Messieurs, merci. Ah, c'était un beau tour. C'était un tour comme on aimerait en voir plus souvent. Au mois de juillet aussi. Exactement. Un beau tour. Que Marco Un beau Bizotte, tour. c'est aussi le tour de la France. Il a le profil pour gagner Paris-Roubaix. Ça, Pas c'est le sûr. Tour de la France, par contre. Non. Messieurs, merci. Merci à toi. Et, Merci à vous. On se retrouve rapidement pour continuer de parler du Stade Brestois, de la fin de saison qui arrive, évidemment. Surtout de la prochaine. Et surtout la prochaine saison qui va débuter. Mais d'ici là, on vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon match pour ceux qui ont la chance d'aller contre Lille. Et une bonne fin de saison à tous. Voilà. Il y a peut-être quand même un petit enjeu parce qu'on voit ce qui se passe à Lyon. Mais allez-y en slip quand même au stade. C'est juste pour le plaisir et pour le plaisir. Moyennement, Fanch, je crois, contre Montpellier, il n'y avait pas beaucoup de plaisir.
Là, c'était vraiment mou. C'est vrai que ça Mais fait en tout cas, partie il de n'y ces avait matchs-là. pas d'enjeu, en tout cas, Ouais. majeur, a priori. Il n'y avait pas d'enjeu et pas beaucoup. Tu sentais, ça faisait très très match amical devant une très belle affluence. Beaucoup de gens qui sont déplacés pour voir Montpellier en match amical. On sent que le public brestois aime son football. Mais ouais, ça devrait être quand même un peu Bah, Lille a, plus difficile contre Lille, ouais. Lille a quand même sa saison, on joue un peu sa saison, enfin là, surtout sa saison prochaine sur ce match-là. Donc oui, ils vont être certainement plus déterminés que les Montpelliérains qui, eux, avaient strictement rien à cirer. Hasard du calendrier, Brest affronte quand même les deux équipes qui ont scellé son destin européen l'année dernière, lors Tout de à la fait. dernière journée. Ce qui est assez curieux. On retrouvera bien sûr nos amis niçois. Mais ce sera la semaine prochaine. À la prochaine, messieurs. Et d'ici là, une bonne fin de semaine, un bon match contre Lille. Et naturellement, même s'il n'y a pas grand-chose à jouer, allez Brest. Salut. Ciao. Allez, Brest.